Dieu fait du stop, le podcast de votre développement spirituel. Je suis le Père Étienne Grenet et tous les 15 jours, je vous propose de méditer sur une question existentielle. Bonne écoute. Dans les paroles qu'on peut lire dans les évangiles, parfois des paroles qui sont de la bouche de Jésus, il y a beaucoup de paroles de sagesse, parfois qui sont inspirantes. Comme, vous voyez, par exemple, d'être capable de regarder en nous-mêmes les défauts que nous avons avant de voir ceux des autres. C'est les conseils on voit bien, qui rejoignent parfois des intuitions un peu naturelles que nous avons. Et il y a certaines paroles qui sont plus radicales, qui nous invitent vraiment à nous oublier nous-mêmes ou à nous décentrer de nous-mêmes. Il y a quelque chose en nous qui sent que c'est bon de pouvoir le faire, et c'est ce sur quoi nous voudrions méditer ensemble cet après-midi, se décentrer de soi. Voilà. Et la petite sous-question, c'est pourquoi est-ce si difficile ? Je vais donner 4 petits points qui me semblent montrer pourquoi, ou nous aider à comprendre pourquoi est-ce que c'est assez difficile de se décentrer de soi. Le premier, je pense, est lié à la manière dont nous sommes faits, naturellement, on pourrait dire. C'est qu'il y a une part de nous-mêmes constitutive qui est centrée sur nous, et c'est normal. C'est-à-dire que pour grandir, il faut d'abord être centré sur soi pour pouvoir que la vie vienne en nous et que nous grandissions, même si d'autres s'occupent de nous. Voilà. Donc il y a un instinct naturel auto-centré en chacun de nous qui fait partie de on pourrait dire, de notre nature. Et la vie, pour une part, c'est une croissance où par étapes successives, nous allons vivre on pourrait dire des ouvertures successives. Une première ouverture, c'est lorsqu'on quitte le sein maternel ou le ventre de la mère. On est appelé à s'ouvrir. C'est peut-être la présence du Père qui nous sort un peu de la fusion avec notre mère. Donc nous avons tous vécu quelque chose de cet ordre-là quand nous étions petits. Le Père qui vient un peu couper quelque chose de fusionnel. Et c'est une bonne chose. Et après, on se retrouve entre papa et maman dans un cocon sécurisant. Et s'il y a un frère ou une sœur qui débarque, ou s'il y avait déjà un frère ou une sœur, ça amène quelque chose d'autre. C'est-à-dire que le frère ou la sœur, il vient justement me décentrer de moi. Je ne suis pas l'unique point d'attention ou centre d'attention de mes parents. Mais mes parents et mes frères et sœurs, ça crée une petite communion, qui est une communion aussi, on pourrait dire, confortable le plus souvent, même si c'est des lieux de friction aussi, mais souvent c'est un lieu quand même agréable. Et dans une vie humaine, c'est aussi une sortie ou un dépassement à vivre, de s'ouvrir à un corps un peu plus grand. Autrefois, c'était parfois les corps d'appartenance, les corps de métier. J'appartenais à une communauté dans une ville, j'appartenais à un sous-ensemble. Aujourd'hui, c'est parfois des catégories un peu socio-professionnelles, une catégorie sociale avec une culture, des codes communs. Parfois, ça relève aussi d'un commun ethnique. Voilà. Et puis, il y a encore, on pourrait dire, un quatrième stade, c'est de passer de ces communautés-là d'appartenance à, on pourrait dire, la cité, c'est-à-dire vraiment le politique, là où il y a plusieurs communautés qui sont présentes. Et la société, elle vient comme m'interpeller et me pousser à sortir juste de mes appartenances de corps, quoi. M'ouvrir à d'autres différences. Donc il y a quelque chose, chacun d'entre nous là avons déjà vécu un certain nombre de ces étapes-là, vers des différences, on pourrait dire toujours plus marquées. Voilà. Même si je peux être déjà très différent de mon père ou de ma sœur. Donc je veux dire, l'expérience de la différence, on l'a fait déjà dans la famille. Et chacune de ces étapes, c'est un certain arrachement pour passer, on pourrait dire, d'un cocon à un cocon un peu plus large. Voilà. Ça ne veut pas dire que j'ai pas envie parfois d'aller vers le cercle élargi, mais parce que nous sommes faits pour ça, pour vivre cette croissance, mais c'est vrai que ça peut demander un effort, ça demande un certain arrachement. Une certaine prise de risque aussi pour aller vers de la différence. Voilà. Vers le différent, vers l'autre. Ça, je pense, c'est une croissance un peu standard. Parfois, ces passages-là ne se sont pas très bien passés. Ces passages de seuil.
Et donc, je me retrouve aujourd'hui, si j'ai pas très bien passé ces seuils-là, je vais dire de deux manières, je me retrouve avec, on pourrait dire, un effort comme redoublé que je dois fournir pour aller vers la différence, pour me décentrer de moi. Le premier cas, c'est si jamais on ne m'a pas beaucoup encouragé à passer ces seuils-là. Voilà. Certains d'entre nous, peut-être parfois, nous pouvons avoir conscience que nous avons été un centre trop d'attention de nos parents parfois, et donc on a été un peu enfant roi ou qu'on a été surcoucouné, et que du coup, on n'a pas été beaucoup encouragé parfois à aller prendre du risque, à nous sortir un peu du lieu d'appartenance. Voilà. Et ça peut, vous voyez, je suis resté au chaud un peu trop longtemps. Parfois, ça va avoir fragilisé en moi cette capacité un peu de sortie, et ça peut avoir renforcé un caractère un peu autocentré. C'est pas grave, mais c'est bien d'en prendre conscience s'il y a ça dans notre histoire, quoi. Parfois, à l'oreille, on voit, parfois, ça arrive, des personnes qui parlent, vous savez, que de leur famille. Ça arrive, il y a des personnes parfois comme ça. Et on se dit, il y a un truc un peu bizarre, quoi. Donc, autant la famille, c'est beau, c'est un beau lieu dans nos vies, mais parfois, quand il y a une espèce de complaisance ou d'autosuffisance là-dedans, il y a une complaisance, ça serait peut-être le mot, dans mon petit monde, il y a quelque chose de limité. Un deuxième cas qui peut s'être produit, c'est que j'ai vécu ces seuils-là, non pas qu'on m'en a préservé ou qu'on m'a pas assez encouragé, mais je les ai peut-être vécus de manière un peu violente ou blessante. C'est-à-dire que quand je suis sorti du cocon famille et que je suis arrivé dans un autre sous-ensemble, j'ai été humilié, j'ai vécu des expériences un peu traumatisantes. Ça a pu arriver, et donc j'ai pu développer des peurs par rapport à cette sortie de moi, quoi, par rapport à ce décentre-moi de moi, qui peut avoir créé un mode un peu de repli, un peu défensif. Que ce soit dans un sens où si j'ai été surcoucouné ou si je me suis pris des claques, vous voyez, c'est-à-dire si les seuils, si les passages, les sorties se sont pas très bien passés, ça va me demander d'autant plus d'efforts aujourd'hui dans ma vie pour pour me décentrer de moi-même. Voilà. Ça, c'est les deux premiers points que je viens de donner. Je pense qu'ils sont assez universels, c'est-à-dire que ça vaut à travers tous les âges. Après, je donne deux autres points qui sont plus contextuels aujourd'hui, me semble-t-il. C'est que nos sociétés de consommation, ce serait le troisième point, nos sociétés de consommation, elles sont assez largement animées par une certaine idée de l'accomplissement personnel, comme une recherche de plaisir en fait individuel. Et donc plus ou moins consciemment, il y a l'idée que la réalisation de soi dans nos sociétés, l'idée que la réalisation de soi, c'est un peu la somme des plaisirs que je peux accumuler. C'est le driver, ça, de 95% du discours publicitaire. Arrêtez-vous en sortant, puis regardez une ou deux pubs, et c'est ça, en fait, qui nous est vendu en permanence. C'est le cas de le dire. C'est ça qui nous est dit. Il y a une promesse à chaque fois, et la promesse, c'est il y a un plaisir pour toi. Et le plus souvent, c'est un plaisir un peu immédiat. Voilà. Ouais, j'ai fait des études là-dedans, dans le marketing et tout, donc je vois un petit peu près comment ça... Je me souviens de cours qu'on avait dans les... Chez Publicis Conseil, voilà, on regardait des films de publicité. C'est ça qui nous est... Cette sauce-là, on pourrait dire, qui nous est servi, quoi. L'expérience produit, l'expérience utilisateur. Voilà. Plaisir. Et se désimprégner ou briser ce mythe libéral, on pourrait dire, que ta vie, tu vas t'accomplir uniquement dans le registre du petit plaisir lié à la consommation, quoi. Ça demande en fait un gros effort, mais là qui est plus du côté intellectuel. Voilà. Et ça demande de l'énergie aussi, de renouveler notre manière de penser, c'est-à-dire quelle est la représentation que j'ai de l'accomplissement de moi-même. Et un quatrième point, c'est que la dernière difficulté, donc, elle est liée au fait que cette pensée libérale que je viens d'évoquer, qui se monnaie beaucoup à travers le marketing, quoi, ça donne forme au monde dans lequel nous sommes de manière très forte par la technique, et en particulier par les technologies, aujourd'hui on dit. On pourrait dire les techniques, c'est déjà un peu moins attractif. Et ce qui est intéressant, c'est l'expression, vous voyez, nouvelle technologie. Ça veut dire qu'on nous dit qu'on associe technologie et nouveauté. Voilà.
En fait, c'est la technique qui est nouvelle, mais on nous vend un peu ce qui nous est vendu en permanence. C'est l'idée que ce qui amène de la nouveauté, c'est-à-dire aussi de l'altérité, de l'autre, de la différence dans nos vies, c'est la technologie. Or, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire que les technologies actuelles, elles constituent autour de chacun de nous un petit cocon. C'est des choses qu'on dit souvent. C'est-à-dire qu'on nous dit quand même que nos réseaux sociaux nous construisent un petit monde avec plein de petits miroirs. C'est-à-dire que ça nous renvoie beaucoup à qui nous sommes. Donc c'est quand même paradoxal. Vous voyez qu'on nous vende un peu comme le lieu de la nouvelle frontière, c'est-à-dire le lieu de l'exploration des technologies qui sont des technologies du cocooning. Je ne sais pas si vous voyez J'espère que je ne suis pas parti trop. Or, la vie humaine, c'est de sortir du cocon aussi. Donc, est-ce que nous pouvons, valider ce discours qui nous dit technologie égale nouveauté, qui nous dit intelligence artificielle égale nouvelles expériences inédites, alors que l'intelligence artificielle, elle ne fait que reproduire du disponible. Il n'y a pas de créativité au sens humain là-dedans. Donc, à quel moment ça va vraiment être le lieu du décentrement de soi, du même, de ceux que je connais déjà, quoi. Et ça aussi, on le sent bien, ça demande un effort. Vous voyez, de ne pas se laisser avoir par le mirage ou l'illusion, on pourrait dire, d'altérité de ce cocon ou de ces cocons technologiques, quoi. Voilà des éléments qui nous aident peut-être à comprendre qu'il y a un effort à fournir, que c'est relativement difficile de sortir de soi. Je donnerai juste 2 points pour dire pourquoi c'est nécessaire. Parce que pour fournir un effort, il faut avoir des motivations. Et donc, pour avoir des motivations, il faut se dire, en fait, il faut que je sorte de moi. Il faut se le dire, en fait, ouais, je suis fait pour ça. Je donne 2 directions qu'on peut chacun méditer. Une première, c'est que nous sommes faits pour nous réaliser nous-mêmes, mais nous sommes faits aussi pour nous donner. Nous sommes faits pour le don de soi. Si je le disais très rapidement, on pourrait creuser ça dans une autre escale, mais vous voyez, peut-être la valeur la plus profonde dans une vie humaine, on en a déjà parlé, c'est l'amour. Voilà. Et l'amour, il peut être un peu auto-centré dans un premier temps, mais il y a toujours un moment où l'amour appelle à la sortie de soi, au dépassement de soi, au décentrement de soi. L'expérience qui est au cœur de l'amitié, c'est un intérêt gratuit pour l'autre. Vous voyez, apprécier l'autre pour qui il est. Me réjouir de qui il est. Et donc, il y a un certain oubli de soi. Je m'oublie un peu moi-même en rencontrant l'autre. Et dans des expériences plus profondes de l'amour, il y a un moment, je me sens comme appelé à me donner à l'autre avec une dimension d'oubli de soi qui est un peu plus radicale. Ça commence dans des petites choses. C'est-à-dire que par amour, je vais faire pour quelqu'un des choses que j'aime pas trop faire. Mais je vais avoir un plaisir à le faire parce que j'aime la personne. Voilà. Ou bien je vais rendre des services qui me coûtent, mais je vais le faire. Vous voyez, donc il y a un arrachement à mon plaisir immédiat par amour de la personne. Jusqu'à parfois une dimension sacrificielle qui est déjà dans la tradition philosophique grecque antique, qu'on retrouve dans l'Évangile avec cette parole de Jésus qui dit « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime ». Et un parent est capable parfois de se mettre en danger personnellement par amour pour son enfant. Ça, c'est un premier point. Vous voyez, on pourrait dire nous sommes faits pour nous donner à un moment, et pas uniquement pour éprouver des plaisirs, pour nous donner dans l'amour. Et puis, nous sommes faits aussi pour des réalisations collectives. C'est-à-dire que je peux pas mesurer la manière dont je me réalise personnellement uniquement à partir de ma sphère individuelle. Souvent dans nos vies, ce qui apporte le plus de sens, ou un supplément de sens, c'est de prendre part à des aventures collectives, à des accomplissements collectifs. Et donc ça relève de la sensibilité sociale, de la sensibilité politique, pas au sens de faire partie d'un parti, mais de ce vers quoi nous allons ensemble, ce que nous construisons ensemble. Et c'est sûr que dans les sociétés, on voit bien que
le développement du consumérisme là, sur 50, 60, 70 ans, c'est une courbe inverse de la sensibilité politique, quoi, on pourrait dire, de la sensibilité aux réalisations collectives. Moi, je suis vraiment quasiment la génération la pire là-dessus. Parce que les générations un tout petit peu après, avec la crise écologique, ça rebouge un peu, pour certains. Voilà, donc si nous perdons de vue cet horizon, on pourrait dire social, politique, nous n'avons plus accès à cette échelle de sens qui est susceptible de donner, vous voyez, pleinement sens à nos vies. Ça, je pense que c'est quelque chose qu'il est bon d'identifier. Et pour des croyants, si vous voyez, la personne ou la question de Dieu entre dans la perspective, il va y avoir une articulation entre trouver le sens de ma vocation personnelle, de mon appel personnel. Et ça s'articule forcément. Donc on pourrait dire ce dont on avait parlé il y a 2 ou 3 escales, le plan de Dieu pour ma vie. Mais ça va forcément s'articuler au plan de Dieu pour l'humanité. Donc quand on lit la Bible, on ne peut pas isoler mon bonheur personnel et puis le bonheur collectif, quoi, on pourrait dire, les réalisations collectives. Je ne peux pas me réaliser pleinement, dans la lumière qu'apporte la Bible là-dessus, je ne peux pas me réaliser pleinement sans les autres, c'est-à-dire sans prendre part au plan de Dieu en faveur des hommes. Et ça, ce n'est pas une échelle individuelle simplement, c'est plus large. Ça veut dire que je ne peux pas me réaliser personnellement sans me décentrer de moi et m'intéresser à là où nous allons. Voilà, j'ai donné quelques éléments, 4, sur pourquoi c'est difficile, essayer de repérer. 2 éléments motivationnels, on pourrait dire, pour dire en fait, il faut que nous ayons l'envie de fournir l'effort, de nous décentrer de nous-mêmes, parce qu'au fond, nous sommes faits pour ça, profondément, pour sortir de nous en nous donnant, et puis pour acquérir une vision grand angle sur la vie. Et c'est là où on va trouver le plus de sens. Et je donne maintenant, en terminant, 3 petites attitudes pour nous encourager, c'est-à-dire c'est difficile, c'est ce pourquoi nous sommes faits, mais donc c'est possible. Voilà, c'est possible. Donc soyons encouragés ce soir. Une première attitude qui peut nous aider, vous voyez, à être dans ce mouvement intérieur, à chercher à créer dans nos journées l'ouverture, vous voyez, la sortie de nous-mêmes. Une première attitude, c'est l'écoute de l'autre, qui a été évoquée juste dans l'introduction par Olivier tout à l'heure. Est-ce que dans ma journée, il y a un moment où je m'intéresse gratuitement à mon prochain ? Ce que raconte l'autre m'intéresse. Pas uniquement parce que j'attrape des infos qui me sont utiles, mais parce que l'autre m'intéresse. Ça peut se jouer de manière très concrète aussi, cet intérêt pour l'autre, ce souci de l'autre, dans la règle d'or qu'on trouve dans pas mal de religions, mais la version biblique, c'est une version, on pourrait dire, gold, plus. C'est pas ne faites pas aux autres ce que vous ne voudriez pas qu'ils fassent pour vous, c'est faites aux autres ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous. Et donc la question qui accompagne, c'est une question très décentrée, c'est qu'est-ce que je peux faire de bon à mon prochain, là, à celui qui est à côté de moi. C'est-à-dire je me dis, qu'est-ce qui est bon pour lui ? Ça, c'est une question de décentrer. Voilà, se poser 2, 3, 4 fois cette question dans la journée, à un moment de dire, tiens, qu'est-ce que je peux faire de bon pour cette personne ? Je m'interroge sur ce qui est bon pour elle. Et c'est une expérience qui est possible aussi pour des croyants dans la prière, cette écoute de l'autre avec un grand A. C'est-à-dire qu'en priant, je peux dire beaucoup de choses à Dieu, puis à un moment où je peux aussi laisser de l'espace pour que Dieu puisse me dire quelque chose, s'il le veut. Apprendre à écouter Dieu dans la prière. Première attitude, l'écoute de l'autre. Une deuxième attitude que nous pouvons chercher à cultiver pour nous décentrer de nous-mêmes, c'est une attitude d'émerveillement. Voilà. Faire attention à avoir des moments dans notre journée où nous nous émerveillons. C'est-à-dire où il y a de l'étonnement, un peu ce qu'on a évoqué tout à l'heure au sujet de la louange, c'est-à-dire je regarde quelque chose qui est plus grand que moi et je m'en réjouis. Voilà. Donc se réjouir, s'émerveiller de petites choses simples,
de réalité très gratuite. Voilà. Dans une culture de l'utilitaire, vous voyez, la culture libérale consumériste, une culture de l'utilitaire, développer des bulles d'émerveillement devant des choses gratuites. J'ai eu la chance de sortir un peu de Paris la semaine dernière. Vous voyez, une mouette qui joue dans le vent. Il y a un moment, c'est plus à quoi ça sert, c'est juste, on s'émerveille. Parce que ça sert à rien. Et c'est réjouissant, des choses qui servent à rien. Et puis s'émerveiller aussi des qualités, des talents, de belles actions des autres autour de nous. Voilà. Petit exercice avant de se coucher, vous voyez, de recueillir dans ma mémoire une chose belle de quelqu'un autour de moi que je peux nommer. Et une troisième attitude, j'ai déjà commencé un peu à le faire en vous parlant, c'est se poser des questions en nous, pas uniquement des questions en je. Pas uniquement qu'est-ce que je, mais qu'est-ce que nous voulons. Et on en avait déjà parlé dans une escale, je ne connais plus le numéro, mais c'est la question, vous voyez, ça revient à la question de la sensibilité, la sensibilité collective. Et ce qui nous a fragilisé beaucoup là-dessus, c'est la pensée très relativiste, de dire que ce qui vaut pour moi ne vaut pas pour le voisin. Et donc ça a tendance un peu à saper notre capacité à nous poser des questions collectives. Mais nous sommes des animaux politiques, comme disaient les anciens. Et donc, c'est-à-dire que nous sommes faits pour des projets communs. Qu'est-ce que nous voulons ? Voilà. Ensemble. Et on peut terminer quelques instants en entrant à l'intérieur de nous-mêmes. Donc, il y a un temps pour se centrer sur soi, entrer en nous-mêmes. Si ça vous aide, vous pouvez fermer les yeux. Et peut-être une première question que nous pouvons avoir dans le cœur, dans la pensée, c'est où est-ce que je sens qu'il y a le plus de difficultés pour moi à sortir de moi-même ? Est-ce qu'il y a des peurs en moi ? Qui sont liées à des expériences passées négatives ? Est-ce qu'il y a la conscience peut-être que j'ai été trop choyé et que ça m'a peut-être un peu fragilisé dans cette capacité à risquer des choses en sortant de moi-même ? Peut-être que je m'aperçois aussi que je suis un peu médusé par imprégné, imbibé de cette représentation contemporaine que ma réalisation, mon accomplissement se joue uniquement dans des plaisirs un peu immédiats. Voilà, si vous identifiez intérieurement un lieu de difficulté, voilà, peut-être c'est une occasion ce soir de vous dire j'ai envie de fournir cet effort-là, de vivre ce dépassement pour me décentrer de moi-même.
Et si ça vous parle, vous pouvez vous adresser à Dieu et vous lui demander de vous aider. Et puis une deuxième question qu'on peut avoir dans le cœur ce soir ou ces jours-ci, la garder aussi en sortant. C'est est-ce qu'il y a des réalisations, des accomplissements collectifs qui m'enthousiasment, qui me motivent et pour lesquels je suis prêt à me dépasser. À quoi est-ce que j'ai envie de contribuer pour la société dans laquelle je vis ? Pour que tout ce que je porte en moi de talent, de capacité soit mis au service aussi du collectif. Et si ça vous parle, vous pouvez aussi demander à Dieu de vous éclairer sur où est-ce qu'il vous attend dans l'œuvre que lui-même est en train d'accomplir dans le monde. Où est-ce qu'il veut que vous collaboriez activement ? Où est-ce qu'il veut que vous apportiez une contribution décisive ? Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Il y a forcément une personne autour de vous à qui ce podcast peut faire du bien. Prenez 15 secondes maintenant pour lui partager l'épisode. Et abonnez-vous.